Bonjour et bienvenue à cet épisode spécial du podcast Ça me parle avec Samuel Bouchard. Dans cet épisode, je reçois le candidat du Parti libéral ainsi que le candidat du Parti conservateur du Canada pour la circonscription Madawaska-Restigouche. Dans le premier 30 minutes de l'épisode, vous allez voir ma discussion avec M. Guillaume Deschênes-Thériault, le candidat du Parti libéral. Et dans la deuxième moitié, les deuxièmes 30 minutes, vous allez voir ma discussion avec M. Michel Morin, le candidat du Parti conservateur du Canada. Les deux candidats ont eu à répondre aux mêmes questions et la durée des deux entrevues est très similaire. L'objectif de cet épisode, c'est de vous donner l'opportunité d'en apprendre plus sur les candidats et d'apprendre à mieux les connaître en vue des élections qui arrivent le 28 avril prochain. Je tiens à mentionner que le podcast Ça me parle, c'est pas un podcast qui traite de sujets politiques. C'est un podcast qui s'intéresse aux entrepreneurs de la région du nord-ouest du Nouveau-Brunswick et qui s'adresse surtout, ou qui s'intéresse plutôt, surtout à l'entrepreneuriat. Donc, si vous êtes un fan de l'entrepreneuriat, je vous invite à suivre les épisodes du podcast Ça me parle qui vont continuer tel que prévu dès la semaine prochaine. Donc, merci et bonne écoute. Le podcast incontournable sur l'entrepreneuriat régional avec Samuel Bouchard. Voici le podcast Ça me parle. Ben bonjour, M. Deschênes-Thériault, comment ça va? Bonjour, merci de l'invitation. Ça va bien aujourd'hui et toi? Oui, ça va bien, merci. On va commencer avec des questions sur le parcours d'enfance, le parcours de jeunesse. Premièrement, vous venez d'où? Mais moi, je suis né et j'ai grandi à Kedgewick, donc au centre de la circonscription Madawaska-Restigouche. Oui. Puis, donc, quelle école primaire? J'ai été à l'école Éco-Jeunesse, donc pour l'école primaire, puis après ça, au secondaire, c'est l'école Marie-Gaétane. OK. C'est des écoles que je connais pas, étant donné que je suis pas de la place, mais c'est bon. Ensuite de ça, là, après le secondaire, à quoi ressemblait votre parcours? Oui, moi, c'est certain, mais peut-être au niveau de mon enfance, j'ai tout le temps eu un intérêt pour la politique. C'est vrai? Toujours intéressé. J'avais une dizaine d'années, je lisais l'Acadie Nouvelle le matin. Donc, ma sœur regardait les émissions. On se faisait garder par nos grands-parents avec qui j'avais un lien particulier. Et j'allais là, puis le matin, avant d'aller à l'école, je lisais le journal. Donc, ça m'a tout le temps intéressé. Même les soirées électorales, j'écoutais ça avec mes grands-parents. J'ai tout le temps suivi ça. Donc, aussi que je me rappelle, pas nécessairement la politique partisane, mais plutôt suivre l'actualité, qu'est-ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce qui se passe dans notre région. Ça m'a toujours intéressé. Mes premiers engagements, je dirais, j'avais une dizaine d'années, quand il y avait prévu des coupes à l'hôpital de Saint-Quentin, et j'étais allé aux manifestations, donc j'avais pas plus que 10 ans à l'époque. Donc, qu'est-ce qui se passait dans ma communauté au niveau public? J'ai toujours eu un intérêt par rapport à ça. Puis rendu au secondaire, donc tout ce qui est politique étudiante, conseil étudiant, activités parascolaires, j'ai toujours participé activement. Ça m'a permis aussi de développer certaines compétences qui me sont encore utiles aujourd'hui. Par exemple, le conseil d'éducation scolaire du district francophone du Nord-Ouest, il y a un élève conseiller et j'ai siégé pendant 1 an au conseil scolaire et j'ai eu toutes sortes de formations sur le déroulement des assemblées délibérantes, le code Morin, toutes des notions qui me sont encore utiles bien des années plus tard aujourd'hui. Et c'est aussi durant la période du secondaire que j'ai eu la piqûre pour les voyages. Donc, à travers le parascolaire, j'ai eu la chance de voyager à travers le Canada, même à travers le monde, donc en Louisiane pour un événement, le Grand Réveil acadien, dans l'Ouest canadien pour de l'immersion anglaise. Quand j'étais au secondaire, il y avait l'émission Génie en herbe, l'aventure qui était revenue, donc j'étais sur l'équipe Acadie. On avait voyagé le Canada pour 1 année avec des tournages dans 8 villes canadiennes différentes. Donc, c'est un peu à ça que mon parcours au secondaire a ressemblé. Ouais, fait que c'est quand même déjà axé autour de la politique à un jeune âge, là. Une dizaine d'années, c'est assez jeune. Là. Moi, je dirais politique, mais peut-être engagement communautaire, intérêt aussi pour ce qui se passe dans ma communauté. Donc, c'était pas nécessairement de la politique partisane, comme parti politique au sens où on l'entend, mais plutôt un intérêt quand même marqué pour ce qui se passe dans ma communauté, vouloir m'engager, voir qu'est-ce qui se passe. Et aussi au secondaire, j'ai milité pour le conseil étudiant, donc les enjeux jeunesse et tout ça, à travers la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick, les questions d'éducation à travers le conseil d'éducation scolaire, donc les enjeux qui tenaient à cœur. Donc à cette époque-là, j'aimais m'impliquer dedans, puis pas juste voir les choses passer, mais être au centre de l'action. Intéressant. Puis justement, ça ressemble à quoi le parcours post-secondaire?
Bien, ma dernière année de secondaire, en fait, il y a eu, on était en 2012, et il y avait eu une réforme de l'assurance-emploi qui avait été annoncée à l'époque par le gouvernement Harper. Et moi, je me souviens, j'étais encore au secondaire, puis ça m'inquiétait cette réforme-là. Et j'ai commencé par écrire une lettre d'opinion à l'Acadie Nouvelle pour dénoncer la réforme. Je n'étais pas sur l'assurance-emploi, j'avais 17 ans. Ouais. Mais pour ma région, je voyais qu'est-ce qui étaient les impacts potentiels pour les travailleurs de ma région, pour des gens que je connaissais, pour nos économies. Et là, de fil en aiguille, ça a pris quelques mois. Je suis devenu un porte-parole à l'échelle de la province dans ce dossier-là. Donc, il y avait des rencontres politiques, il y avait des manifestations, toutes sortes d'éléments qui se passaient. Et là, à 17 ans, être projeté comme ça dans un mouvement social, c'était intéressant. Puis c'est là que l'idée me dit, je pense que j'aimerais ça aller en sciences politiques. Parce qu'initialement, j'avais envisagé la santé. J'avais eu une lettre d'admission en fait en DSS, donc le diplôme de sciences de la santé à l'Université de Moncton. Et 2 mois avant de terminer le secondaire, j'ai fait une demande de changement et je me suis inscrit au baccalauréat en sciences politiques. Donc là, j'ai fait mon bac, mes 4 années de bac à Moncton. Durant ces années-là aussi, j'ai continué à m'engager. Donc, j'ai fait mes cours, mais j'ai continué à m'engager dans des causes qui me tenaient à cœur. J'étais notamment président de la section locale de la SANB, la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, dans la région de Moncton, pendant 2 ans durant mes années d'études. Et il y avait des dossiers comme l'affichage dans les 2 langues, le respect de la langue française, le respect des droits des francophones. Donc, c'est des enjeux qui me tenaient à cœur. Au baccalauréat aussi, je me suis intéressé aux enjeux étudiants. J'ai siégé sur les associations étudiantes durant mon parcours à Moncton. Et dans ces années-là, j'ai eu une super belle expérience en allant étudier en France, donc un semestre à l'étranger, à Lille, dans le nord de la France. Et moi qui aime beaucoup voyager, c'est certain, j'ai étudié à Sciences Po, à l'école Sciences Po, mais j'en ai profité pour me promener aussi à travers l'Europe durant ces années-là. Donc ça, c'est mes années de baccalauréat. Après que ça a été terminé, en 2016, je suis déménagé à Ottawa pour faire une maîtrise en politique canadienne. Donc, toujours dans le même champ. C'est certain, au niveau de la science politique, par contre, c'est pas de la politique partisane. Parce que des fois, on confond un peu les deux. C'est quoi la définition, rapidement? La science politique, c'est plus l'étude des systèmes politiques, comment ça fonctionne, qu'est-ce que les idéologies, la pensée politique, les relations internationales, c'est quoi les tendances, qu'est-ce qui sont les règles qui peuvent sous-tendre tout ça, les modèles de gouvernance. Donc, c'est vraiment une étude objective. Et qu'est-ce que je fais au quotidien en campagne électorale? C'est pas du tout ce qu'on fait en sciences politiques, parce que nous, c'est l'analyse. Donc, on est un pied de recul et c'est pas de la politique partisane. Donc, on étudie vraiment les systèmes politiques. Par exemple, moi, je me suis intéressé à la maîtrise sur la représentation des Acadiens de la Nouvelle-Écosse. Donc, quels mécanismes dans les systèmes électoraux permettent de favoriser l'élection de groupes minoritaires. Dans ce cas-là, mon sujet d'étude, c'est les Acadiens de la Nouvelle-Écosse. Et j'ai travaillé sur le sujet des circonscriptions acadiennes protégées qui avaient été abolies et qui ont été réétablies. Donc, qu'est-ce qui avait été l'impact sur la capacité des Acadiens à être bien représentés, sur la participation électorale, des enjeux comme ça. Et à ce moment-là, donc, c'est des études objectives, donc chercheur. Et après ma maîtrise, j'ai continué au doctorat, toujours à l'Université d'Ottawa, et j'ai fait ma scolarité doctorale en politique canadienne également. Mais mon sujet de thèse au doctorat, là, c'est plutôt les politiques d'immigration francophone. Et le thème, c'est la gouvernance de l'immigration francophone en contexte minoritaire au Canada. Donc, comment est-ce que les communautés francophones à l'extérieur du Québec sont impliqués dans la gestion de l'immigration au sein de leur communauté. Et j'ai fait une étude de cas du projet des communautés francophones accueillantes. Intéressant. Donc, c'est un peu mon parcours académique. Donc là, ça, c'est environ en quelle année, là, le doctorat, disons? Le doctorat, je le termine. Mon parcours professionnel, je chevauche mon parcours doctoral. Donc, la maîtrise, c'est 2016-2018. Oui, c'est ça. OK, donc de 2018 à 2025, c'est parce qu'en fait, un doctorat, ça se fait sur plusieurs années. Oui, 4, 6, 7, 8 ans. Donc là, je suis en fin. En fait, je devais déposer ce printemps, donc je vais plutôt déposer un peu plus tard cet été. Mais le doctorat est presque terminé. Okay. Mais là, avec la campagne, j'ai mis sur pause. Oui. Ça demande du temps, la campagne, ben oui. La scolarité, tous les examens, tout ça, c'est terminé. Là. Ça, c'est terminé depuis longtemps. Donc, tout ce qui est la scolarité doctorale, ça, c'est terminé. J'ai rempli toutes les exigences du programme de doctorat. OK. Puis là, depuis dans tout ce parcours-là du doctorat, est-ce que ça demande du temps pour remplir l'horaire ou il y a d'autres choses qui
qui comble l'horaire en même temps? Est-ce qu'il y a un travail? Est-ce qu'il y a... Oui, j'ai travaillé presque à temps plein aussi. Donc, moi, je suis à mon compte, je suis travailleur autonome. Okay. Donc, je suis en affaires depuis 2020. Qu'est-ce que je fais comme travail, en fait? C'est que je suis consultant en recherche. On est 2 partenaires d'affaires et c'est le cabinet Sociopole et on mène des mandats pour notamment des organismes communautaires francophones d'un peu partout au pays. On travaille sur des enjeux de politique publique, notamment fédérale, liés aux communautés francophones. On a aussi eu des contrats avec le gouvernement fédéral, avec des gouvernements provinciaux. Par exemple, on s'intéresse aux politiques d'immigration. Donc, quelle proportion d'immigration francophone il nous faudrait pour avoir un impact sur la démographie des communautés francophones? Ou on a déjà fait un état des lieux, les études postsecondaires en français. Qu'est-ce qui sont les manques ou qu'est-ce qui sont les défis des universités, des collèges francophones à travers le pays? Donc, on a fait des entretiens avec des responsables, tout ça pour voir qu'est-ce qu'il y en était. Des portraits sociodémographiques. Donc, à quoi ressemble la population francophone? C'est quoi les différences avec la population anglophone ou d'une province à l'autre? Donc, toute une diversité de mandats qu'on a fait au courant des 5 dernières années. Donc, il y a le volet recherche, mais il y a le volet formation aussi. Donc, j'ai offert différentes formations ou des conférences un peu à travers le pays. Donc, je me déplace fréquemment à travers le pays pour mon travail de consultant. Donc, j'ai des contrats dans les territoires du Nord-Ouest, en Alberta, au Manitoba, un peu partout dans les Maritimes, en Ontario. Donc, vraiment, même si mon bureau est basé à Kedgewick, mes mandats sont d'envergure nationale. Intéressant. Qu'est-ce qui vous a motivé à vraiment faire le saut puis de vous présenter en politique, là? C'est certain que moi, la question des régions rurales a tout le temps été un enjeu qui est bien important pour moi. Quelque chose qui avait tout le temps été clair dans mon esprit, c'est que si un jour je faisais de la politique fédérale, ce serait pour représenter la circonscription de Madawaska-Restigouche. Okay. Donc, comme je l'ai mentionné, j'ai un intérêt pour la politique de longue date. Depuis toujours, ça m'intéresse, ces enjeux-là. J'ai habité à Ottawa, j'ai habité à Moncton, mais moi, c'était clair que ce n'était pas des circonscriptions urbaines que je voulais représenter. C'est vraiment une circonscription rurale. Le Madawaska-Restigouche, c'est chez nous. Et je me disais qu'au niveau d'une circonscription rurale, on a des défis particuliers. Les besoins, les réalités des régions rurales ne sont pas les mêmes que celles des circonscriptions urbaines. Et ayant grandi ici, ayant développé une certaine expertise en la matière, je me dis que c'est une façon pour moi de pouvoir contribuer à nos régions. Et de manière générale, j'ai tout le temps été un peu quand même proche de la politique. Donc, on parlait de mon parcours professionnel tout à l'heure. Donc, en plus de mon travail de consultant, j'ai aussi enseigné la science politique à distance, donc dans le temps de la pandémie où on pouvait enseigner en ligne. J'ai donné des cours, j'étais chargé de cours à l'Université de Moncton et à l'Université d'Ottawa, donc des gens au baccalauréat que j'enseignais. Et j'ai aussi été chroniqueur politique. Donc, je parlais notamment des langues officielles et des politiques publiques fédérales. Donc, ces textes-là, c'était pour Franco-Presse et c'était repris à travers les journaux francophones à travers le pays. Et j'avais ma chronique hebdomadaire sur les ondes de radio Route 17 dans le Restigouche-Ouest, donc la radio qui couvre Kedgewick, Saint-Quentin. Puis, cette chronique-là, c'était pas du tout une chronique partisane, c'était vraiment décortiquer, vulgariser les enjeux politiques, les rendre accessibles. Et quelqu'un écoutait ça, n'aurait pas pu dire de quel côté je penchais, parce que l'idée, c'était pas de faire de la politique au sens politique partisane, mais c'était plutôt expliquer et rendre accessibles les enjeux politiques. Donc, on prenait un sujet chaque semaine et on le décortiquait. On voyait c'est quoi les enjeux, c'est quoi les positions des différents partis, qu'est-ce qui peut expliquer la position des différents partis, quels sont les impacts pour notre région. Et c'était pas un endroit où je donnais nécessairement mon opinion, c'était vraiment pour être capable de faciliter la compréhension de ces enjeux-là et rendre le tout accessible. Décortiquer, en fait. Là. Oui. Parce que c'est important, notre système politique parfois est méconnu, des fois mécompris. Puis je pense qu'il y a beaucoup des fois, il y a de la désinformation aussi qui circule en ligne. Ça, c'est un problème sérieux qu'on a avec les médias sociaux. Il y a des raccourcis qui sont faits. L'information n'est pas toujours exacte sur les médias sociaux. J'ai pas besoin de le dire, mais l'information n'est pas toujours exacte sur les médias sociaux. Puis c'est devant ça que j'avais décidé, je me suis dit, si je peux faire ma petite contribution pour aider à faciliter la compréhension des enjeux politiques, ça sera ça. Donc, c'est ce qui m'avait motivé à l'époque de faire les chroniques politiques pendant quelques années à la radio. Ouais, intéressant ça. C'est une belle partie de l'expérience quand même, là, de faire de l'éducation, mais de façon publique comme ça. Là. Quels sont les enjeux politiques les plus importants pour vous? Puis là, il y a deux volets à cette question-là. Premièrement, d'un point de vue général, puis ensuite d'un point de vue régional. Bien, d'un point de vue général, moi, c'est certain au niveau... Quand on parle de politique économique, d'avoir une économie forte qui fonctionne bien, c'est important que
que cette économie forte-là fonctionne pour tout le monde. Donc, moi, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est avoir des programmes sociaux qui répondent aux besoins des gens. Parce que moi, c'est quoi qui m'anime? Donc, une société équitable, des valeurs de solidarité. Donc, ça, c'est des valeurs qui m'animent. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ma formation politique, c'est quand je regardais les volets sociaux. Donc, quand on parle de l'allocation canadienne pour enfants, les services de garde abordables, donc des politiques sociales qui aident réellement les jeunes à leur quotidien, ça, c'est un enjeu qui est de première importance. Mm-hmm. Deuxième élément que j'ajouterais, c'est un peu en continuité logique de ma carrière des 10-12 dernières années, c'est la question des communautés francophones. En particulier, les communautés francophones à l'extérieur du Québec. À Ottawa, on est souvent oublié, je dirais, les francophones de l'extérieur du Québec. On se concentre sur le Québec et l'Acadie et les francophonies de l'Ontario de l'Ouest. On n'est pas toujours au centre des débats. Puis je pense qu'il faut des voix fortes francophones de l'extérieur du Québec pour porter la voix des communautés francophones. Puis dans le Madawaska-Restigouche, donc notre circonscription, on est la deuxième circonscription à l'extérieur du Québec avec la plus forte proportion de francophones. On est à 80%. Il y a seulement Acadie Bathurst qui a une plus forte proportion. Donc, je pense que le député de Madawaska-Restigouche a un rôle important à jouer dans la défense des enjeux francophones. Ça, c'est quelque chose qui me motive beaucoup et qui est aussi une de mes motivations à vouloir être en politique fédérale. Et un autre élément qui pourrait se rajouter au niveau général et régional, c'est la question des régions rurales. Donc, je disais qu'il faut avoir des voix fortes pour les communautés francophones, mais aussi il faut des voix fortes pour les régions rurales. Souvent, quand on voit les programmes de financement fédéraux qui sont mis en place à Ottawa, c'est conçu en ayant les réalités des régions urbaines, donc les grands centres comme Toronto, Montréal, même Halifax, Moncton en tête, et moins celles de villes comme Edmundston, Grand-Sault, Campbellton ou des plus petites communautés, Saint-Léonard, Kedgewick, Saint-Quentin, Dalhousie, etc. Donc, pour moi, je pense que c'est important aussi d'avoir des voix fortes pour rappeler les réalités des régions rurales, de dire que pour que le Canada fonctionne bien, il faut que les régions rurales prospèrent également. Donc, je dirais cette question-là de la ruralité, c'est quelque chose qui me tient à cœur beaucoup. Donc ça englobe pas mal tout l'aspect général et régional dans votre réponse. Y avait-il quelque chose à rajouter par rapport au régional ou c'était... Là-dedans, je dirais peut-être, j'ajouterais, avec la perspective régionale, c'est aussi d'avoir les programmes qui répondent à nos besoins. Donc, faire le lien entre... Parce qu'Ottawa peut parfois paraître éloigné de nos régions, donc vraiment être le pont entre Ottawa et nos régions. Je pense, un exemple, la question des logements. On sait qu'il y a une pénurie de logements dans le Madawaska-Restigouche, mais quand les programmes il y a des programmes déjà qui existent et ils vont être bonifiés, mais dans cette bonification-là, c'est s'assurer que les critères soient adaptés pour que nos municipalités puissent bénéficier de ces fonds-là. Donc ça, c'est quelque chose un exemple qui est un enjeu global au Canada, mais qui a une saveur ou une couleur régionale. Puis j'ajouterais aussi, au niveau régional, local, c'est d'être bien au fait des différentes réalités des besoins de nos communautés. Le Madawaska-Restigouche, c'est grand. On part du Haut-Madawaska, on a toute la région, ça va jusqu'à Drummond dans la région de Grand-Sault, et de l'autre côté, on va jusqu'à Nash Creek, donc l'autre bord de Charlot dans le Restigouche. C'est un immense territoire, puis les besoins, les réalités à Balmoral, Beaujolais, c'est pas nécessairement les mêmes qu'à Saint-Anne-de-Madawaska ou à Kedgewick. Et ça, de quoi qui est important aussi, une de mes motivations, c'est d'être un représentant qui va être proche du terrain, puis d'être au fait des différentes réalités pour être capable de faire le lien que lorsque j'entends parler d'un programme ou d'une politique à Ottawa et que je sais que dans une de mes municipalités, il y a un enjeu à ce sujet-là où une entreprise a des besoins, je suis capable de faire le lien entre les différents programmes et par après, pousser les priorités locales. Donc ça, c'est pas nécessairement un enjeu précis, parce que j'arrive pas avec une liste d'épicerie comme telle. J'aime mieux, comme je dis, j'arrive pas avec une liste d'épicerie, c'est plutôt voir qu'est-ce qui sont les besoins et les priorités sur le terrain et comment moi je peux aider à y répondre. Puis comment est-ce que vous décririez votre sentiment d'appartenance à cette région-là? Moi, c'est sûr que c'est très grand. En grandissant, je suis né à Kedgewick au centre de la circonscription. Du côté de la famille de mon père, c'est les Thériault de Saint-Quentin. Et toute ma vie, mes points de référence ont été dans le Restigouche, dans le Madawaska, dans la région de Grand-Sault, que ce soit pour utiliser des services publics, que ce soit pour les courses, le magasinage, pour aller voir des amis, la famille, les événements culturels. Donc, c'est des régions que j'ai fréquentées toute ma vie. C'est mes points de référence. C'est dans le Madawaska, Restigouche. Puis comme je l'ai mentionné, pour mes études, j'ai habité 4 ans à Moncton, j'ai habité 4
4-5 ans à Ottawa. Puis moi, ça avait été toujours clair dans ma vie que je voulais revenir m'installer dans le Madawaska-Restigouche. Que si je faisais de la politique, c'était pour représenter cette région-là, mais aussi que si je devenais propriétaire pour acheter une maison, bien que ça serait dans ma région d'origine. Puis en 2020, avec mon épouse Stéphanie, l'opportunité s'est présentée et on est revenu s'installer près de la rivière à Kedgwick où on s'est établi. Et l'année suivante, bien, je me présentais aux élections municipales pour être conseiller municipal parce que j'étais motivé pour contribuer à ma région parce que j'ai un fort attachement à nos communautés. C'est la première fois que, pour vous, que vous vous présentez comme député fédéral. Comment ça se déroule, toute cette expérience-là de campagne électorale là, jusqu'à maintenant? C'est stimulant. Qu'est-ce que je trouve vraiment intéressant? C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, mais j'aime aller à la rencontre des gens. C'est du matin au soir. Donc, aller écouter qu'est-ce que les gens ont à dire. Puis c'est important qu'ils votent pour toi ou non. C'est important de prendre le temps d'écouter c'est quoi les enjeux. C'est quoi vos principales problématiques? C'est quoi vos inquiétudes? Parce qu'après, si je veux être capable de faire un bon travail comme député, il faut que j'ai ces éléments-là en tête. Qu'est-ce qui sont les enjeux du monde de chez nous, les gens que je vais représenter à Ottawa. Donc ça, j'ai eu des discussions hyper intéressantes tous les jours à travers la circonscription. Ça a été, je connaissais nos communautés bien sûr, mais là, je connais chaque café. Je connais à Rivière-Verte, c'est à quelle heure qu'ils vont au café. À Balmoral, c'est où est-ce qu'il y a le point de rencontre le matin, etc. Donc là, ça m'a appris à connaître encore davantage nos communautés, visiter peut-être des lieux que je n'avais pas encore eu la chance de voir pour aller à la rencontre des gens. Un autre élément que j'ai trouvé hyper intéressant, j'ai visité des dizaines et des dizaines d'entreprises. Chaque jour, je visite au moins 2 à 3, des fois plus, commerces, entreprises de petite, moyenne et grande taille. Donc, toutes sortes de différentes entreprises dans la circonscription Madawaska-Restigouche. C'est toujours intéressant de discuter quels sont leurs enjeux, leurs inquiétudes, en particulier dans le contexte actuel, mais aussi découvrir qu'est-ce qu'on fait chez nous, qu'est-ce qui fait rouler l'économie. Par exemple, chez les autres consultants à Rivière-Verte, les machines qui produisent au niveau alimentaire pour être capable d'identifier lorsqu'il y a de la nourriture qui a des problématiques avec, ils desservent McDonald's, toutes sortes de chaînes, mais c'est fait chez nous, ces machines-là. Je n'étais pas au courant. Dans la région de Grand-Sault, aller visiter des fermes d'agriculture, des fois, il y a des systèmes de gestion que je n'étais pas au courant d'eux. Au Madawaska, les usines de poulet, les érablières au centre de la circonscription, les industries forestières, donc différentes scieries que j'ai visitées dans le Restigouche. Et c'est quelques exemples, parce que c'est beaucoup, on pourrait en parler encore pendant très longtemps, mais voir tout ce qui se fait chez nous, l'ingéniosité des gens de la place, je trouve ça impressionnant. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Et finalement, durant la campagne, c'est aussi aller à la rencontre de tous les conseils municipaux, d'aller à la rencontre des chambres de commerce, des organismes communautaires et de créer ce lien-là avec les parties prenantes sur le terrain. Parce qu'à Ottawa, on est parfois loin des réalités du terrain. Donc, c'est important d'avoir des liens forts avec nos conseils municipaux, nos organismes communautaires, les chambres de commerce, les entrepreneurs, la population, pour garder ces liens de dialogue-là ouverts. Et j'ai bien aimé l'expérience aussi de faire la tournée des conseils municipaux et des organismes. Est-ce que ça se passe comme vous l'aviez anticipé? Ben c'est ça, moi je suis la politique depuis bien longtemps, donc j'avais jamais fait de campagne électorale moi-même, mais j'avais quand même une idée de comment ça fonctionnait. Mais il y a tout le temps des éléments à apprendre. Avec mes équipes, il y a eu des surprises. Faut pas oublier, on a débuté la pancarte à la mi-fin mars. Le sol était gelé, il y avait de la neige. Planter des pancartes dans un sol gelé, c'est un défi, puis on pourrait le demander à mes bénévoles qui ont fait un travail exceptionnel. Puis aussi, qu'est-ce que j'ai trouvé qui m'a surpris, c'est tous les gens qui veulent aider. Des gens avec qui je n'avais pas eu la chance de connaître avant et qui cognent à la porte, qui veulent être bénévoles dans mon équipe, donner du temps dans mes bureaux, donner des appels, planter des pancartes. Mais je trouve ça vraiment généreux de la part de ces personnes-là. Parce qu'une campagne électorale, tu ne peux pas faire ça tout seul. Il te faut une équipe, il te faut des bénévoles qui sont généreux de leur temps. Et partout dans la circonscription, je me suis formé des équipes. Parce que nous, une différence, disons, si je vais me présenterai au centre-ville de Montréal, tu as besoin d'une équipe. Parce que ta circonscription, tu peux la faire à pied en une journée. Tandis que quand tu es dans le Madawaska-Restigouche, il faut ton équipe dans le Madawaska, dans la région de Grand-Sault, dans la région de Kedgwick-Saint-Quentin et dans le Restigouche. Donc, différentes équipes. Et partout, j'ai réussi à me former des équipes exceptionnelles. Donc ça, j'ai appris à connaître des nouvelles personnes. Ça a été vraiment plaisant. C'est sûr que le rythme d'une campagne, ça peut des fois être un petit peu épuisant. Donc, c'est du très tôt le matin
je rentre tard le soir, donc je vois pas toujours mon lit tous les soirs. Souvent, je reste aussi dans les régions. Si je suis dans le Madawaska quelques jours, je reste à dormir dans le Madawaska. Même chose dans le Restigouche, je suis à Grand-Sault. C'est intense, mais c'est stimulant et je dirais que c'est aussi gratifiant de voir les gens, des gens que je ne connaissais pas avant qui m'écrivent pour dire « Ah, ben Guillaume, j'ai vu une vidéo de toi, je vais t'appuyer. Ah, Guillaume, je vais voter pour toi parce que... » Donc, tous ces contacts-là humains à travers la campagne qu'on crée, ces liens-là qu'on tisse, c'est stimulant. Puis c'est aussi pour ça qu'on le fait, parce que si on va être député fédéral, mais c'est pour les gens, pour la population du Madawaska-Restigouche. Et quand on a un retour des gens qu'on souhaite représenter et qui disent ben, « j'ai confiance en toi, je pense que tu pourrais bien nous représenter », ben, c'est gratifiant et c'est une belle source de motivation de continuer à investir de l'énergie dans la campagne. Ben oui. J'imagine, en tout cas, ça doit être vraiment gratifiant. Là. À quoi ça va ressembler la première semaine de travail si vous êtes élu, selon vous? Ça va être beaucoup d'apprentissage. C'est certain... je patauge dans la politique, dans les milieux politiques depuis longtemps, mais c'est une autre chose de devenir député fédéral. Je pense quand même que j'ai ma scolarité en sciences politiques, mes différentes expériences professionnelles me préparent à comprendre les rouages du système politique, comment ça fonctionne à Ottawa, comment fonctionne le Parlement. Donc, ces éléments-là, je pense que je suis quand même bien outillé, puis ça va m'aider à être fonctionnel comme député rapidement. Mais toutes des règles, toutes sortes de choses à apprendre, le fonctionnement d'un bureau de circonscription, les budgets, qu'est-ce qu'il faut faire, quel budget mettre où, donc aussi identifier les endroits pour les bureaux, commencer le processus de recrutement des employés. Il va falloir aussi aller à Ottawa pour être assermenté. Les nouveaux députés, on a une formation, puis c'est normal, donc il y a des blocs de formation pour les nouveaux élus. Par la suite, il y a les rencontres avec le caucus, donc rencontrer qui seront mes collègues. Il y a des gens que je connais déjà qui sont candidats, mais ça va être intéressant de rencontrer le caucus du Nouveau-Brunswick, Atlantique, puis l'ensemble du caucus national. À quelle date on va avoir un discours du trône, donc d'ici l'été, mais ça va être intéressant aussi de siéger, donc ce ne sera pas dans la première semaine, ça c'est certain, mais c'est des éléments qui s'en viennent. Il va y avoir aussi beaucoup de nouveaux, mais qu'est-ce que je suis content? C'est que je pense, si je suis élu, ça va être une transition que je pourrais dire en douceur, parce que le député sortant, M. René Arsenault, est très généreux de son temps, généreux en conseil, m'accompagne bien dans cette course-là. Puis pour lui, je crois que c'est motivant aussi d'avoir quelqu'un qui est intéressé à prendre la relève et continuer dans des dossiers dans lesquels il a travaillé. Donc, on a une super belle relation. Lorsque j'ai des questions par rapport à certains dossiers, tout ce que j'ai à faire, c'est le téléphoner, on en jase. Il a fait de campagne avec moi. Il a même posé des affiches. Donc, il était très généreux de son temps et il y a une partie de son équipe qui va rester avec moi. Donc, il y a 2 superbes employés qui travaillent dans l'équipe de M. Arsenault, dans le bureau du Restigouche, va rester avec moi et dans le Madawaska, pour la période de transition, va aussi rester avec moi Michel. Donc, je suis très content de pouvoir compter sur des personnes comme Michel et Carole, sur René qui m'a fait bénéficier de son expérience. Donc, pour les gens aussi, c'est intéressant quand il y a cette transition-là qui se fait, bien, les gens n'ont pas besoin nécessairement de revenir au bureau du député et de réexpliquer leur cas de zéro, parce qu'il y a une mémoire qui reste dans ces bureaux-là. Et parfois, lorsque j'aurai des questions, ben, ces personnes-là vont pouvoir m'aider. Ben oui, absolument. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Je vais vous laisser peut-être une minute pour libre comme ça, juste pour rajouter quoi que ce soit, un message de fin. Bien, merci d'abord de l'invitation. Je pense que c'est important d'apprendre à connaître nos candidats. Puis je pense que c'est... Dans une élection, ben, le moment de l'élection, c'est important dans une démocratie. Puis à travers le monde, on voit trop souvent les régimes démocratiques qui sont malmenés. Puis là, c'est une occasion. Ben, regardez, c'est qui vos candidats, qui veut vous représenter, qui ils sont. Apprenez à les connaître. Puis moi, je souhaite être un député proche du terrain, facilement accessible. Donc, le Guillaume d'aujourd'hui va être le même Guillaume après les élections, là, que je sois député ou que je sois candidat. Et je pense que ce lien-là avec les gens, c'est hyper important de le maintenir, de bâtir un lien de confiance aussi. Puis ça, c'est de quoi qui peut prendre du temps. Donc, une campagne de 5 semaines, c'est normal. Puis c'est malheureux, je n'aurai pas le temps de voir chaque personne de la circonscription. On a un très grand territoire, mais je pense qu'en faisant des initiatives comme ça, en discutant ensemble aujourd'hui, en diffusant l'information, bien, ça permet de rejoindre des gens qui, malheureusement, je n'ai pas eu la chance de croiser durant la campagne, et des personnes à qui j'ai parlé, bien, ça donne l'occasion d'apprendre un peu mieux à me connaître. Et si ça peut vous éclairer pour votre choix pour le 28 avril, bien, je crois que c'est tant mieux. Et plus qu'on peut être présent dans l'espace public, plus qu'on peut partager, mais je pense que plus que ça peut aider les gens à faire un choix éclairé. Absolument. Ben, merci beaucoup d'avoir participé. J'apprécie.
Bien, merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Et on passe maintenant à l'entrevue avec M. Michel Morin. Bonjour, M. Morin, ça va bien? Bonjour, ça va très bien et vous? Oui, ça va bien, merci. On va commencer avec une question assez simple. Le parcours d'enfance, premièrement, vous venez d'où? Moi, je suis originaire d'Edmundston. Je suis né il y a quelques années passées, en 56 ans au total. On recule à ma naissance dans la ville d'Edmundston où je suis né, j'ai grandi. J'ai passé tout mon temps à Edmundston, dans la région d'Edmundston. Et ça fait environ 37 années que j'habite maintenant à Saint-Hilaire, soit à Riceville plus précisément, et dans le quartier Saint-Hilaire de la ville de Haut-Madawaska. Au niveau de mon enfance, c'est là que ça s'est passé. J'ai grandi, j'ai participé à toutes sortes d'activités, comme bien d'autres enfants. Les activités personnelles, surtout au niveau du hockey mineur, hockey interscolaire, puis j'ai fait beaucoup d'activités au niveau du scoutisme. Bref, je me suis toujours gardé occupé comme jeune enfant et comme adolescent, puis ensuite jeune adulte. Vous êtes allé à quelle école primaire et secondaire? J'ai mes premières années, de la première à la 6e année, ça s'est passé à l'école Notre-Dame. Puis ensuite, à la défunte école Cormier, donc 7, 8 et 9 dans ce temps-là, pour ensuite passer à la Cité des Jeunes pour la 10e, la 11e et la 12e année, où j'ai gradué en 1987. Puis vous avez fait quoi? Quel chemin vous avez pris après le secondaire? À la fin du secondaire, mon idée était déjà faite. Moi, j'avais déjà en tête l'enseignement, et plus précisément l'enseignement au niveau d'éducation physique. Donc, à la sortie de la 12e année, je me suis inscrit à l'Université de Moncton. C'était dans le temps le centre universitaire Saint-Louis-Maillet à Edmundston. Et c'est là que j'ai commencé mon parcours universitaire pour le baccalauréat en éducation physique. J'ai fait 2 ans ici à Edmundston pour ensuite aller faire les 2 autres années du baccalauréat à l'Université de Moncton, campus de Moncton, où j'ai terminé. Puis ensuite, j'ai continué pour le certificat 5 en enseignement primaire, puis en enseignement spécialisé, pour ensuite intégrer le marché du travail pour commencer à enseigner, où j'ai commencé dans la région de Clare. J'ai enseigné à la petite école de Clare, l'école régionale sur la rue principale à Clare, pour ensuite être transféré, muté à l'école Marguerite Bourgeois à Baker Brook, pour ensuite continuer l'école Cormier, puis terminer mon parcours, mes 32 années d'enseignement au Carrefour de la jeunesse, en juin 2024. Donc, toutes ces années-là, ça a été dans l'enseignement de l'éducation physique ou... Toutes ces années-là, il faut dire que durant les années où j'ai gradué de l'éducation physique, les postes en éducation physique se faisaient pas tellement nombreux. Les gens qui enseignent l'éducation physique avaient à peu près tous le même niveau d'âge, donc encore 10, 15 ans avant la retraite. Donc, à ce temps-là, on était chanceux si on pouvait être embauché dans le domaine qu'on avait étudié, d'où la raison pourquoi j'avais prévu le coup. J'ai fait le certificat 5 directement après le baccalauréat, ce qui m'a ouvert la porte à l'enseignement au niveau enseignement spécial, en classe ressources dans le temps, puis pour ensuite passer à l'enseignement au niveau de l'élémentaire pendant quelques années, 5e, 6e année, pour ensuite faire pratiquement toute ma carrière au niveau 7e, 8e année, puis ensuite finir en 8e année pour les 15 dernières années, même les 20 dernières années. Donc là, vous avez dit une trentaine d'années d'expérience là-dedans en éducation, en enseignement? En enseignement, au total, 32 ans. 32 ans d'enseignement. J'ai fait 32 ans d'enseignement. J'ai aussi, je veux dire, en même temps, en 1987, je me suis enrôlé dans les Forces armées canadiennes comme réserviste. En même temps qu'être enseignant? C'est ça. OK. Et c'était même en même temps que j'étais à l'université. Donc, à ma 12e année, je me suis enrôlé. Puis, à partir de là, j'ai commencé à compléter les formations qui m'étaient offertes pour ensuite devenir officier, pour ensuite gravir les échelons. Et j'ai passé 37 ans au total
comme réserviste à différents postes de responsabilité, des postes de commandement, des postes d'état-major. Et j'ai passé de 2012 en avril 2024, ces années-là ont passé de commandant de brigade au niveau de du 37e groupe brigade du Canada, ou encore des postes d'état-major au quartier général de la 5e division à Halifax, quartier général de l'armée à Ottawa, ainsi que le quartier général du centre de développement et de l'instruction de l'armée canadienne, ou le centre de doctrine et d'instruction de l'armée canadienne à Kingston. Donc, de fil en aiguille, j'ai gravi les échelons, puis ensuite, puis c'est ce que ça a donné pendant les 37 années au sein des Forces armées canadiennes, ainsi qu'un déploiement en Haïti avec la MINUSTAH, avec les Nations unies, de janvier 2012 à juillet 2012. Et je ne m'y connais pas beaucoup dans les termes liés aux Forces armées canadiennes. Qu'est-ce que ça veut dire réserviste? Un réserviste, c'est quelqu'un qui ne le fait pas à temps plein, malgré qu'à temps plein, lorsqu'on gravite les échelons et qu'on commence à avoir des postes de responsabilité assez sérieux, ça devient quasi à temps plein. Dans mon cas, durant les 15 dernières années, puis je serais tenté de dire les 15 dernières années, c'était pratiquement 7 jours par semaine, où c'est que je devais répondre en tout temps à des questions ou encore compléter des travaux ou encore préparer quelque chose. Donc, durant ces années-là, les 15 dernières années, ça a été 7 jours par semaine et beaucoup de kilomètres parcourus via la route, dans les airs et de toutes les façons. Donc, c'est ce que c'est. C'est la première réserve. Donc, la formation est offerte. C'est la même formation échelonnée sur une plus longue période de temps, sauf que les critères de sélection et les critères de promotion sont les mêmes. Les mêmes que? Les mêmes que l'armée régulière. OK. Ouais. OK, parfait. Puis, l'autre question que j'avais par rapport à ce parcours-là, tu as été déployé en Haïti? Oui, c'est bien ça, oui. Puis, c'est pour quelle raison? C'était une force des Nations unies pour le maintien de la paix. Maintien de la paix, on se rappelle que l'Haïti, c'est un pays qui a eu beaucoup de problèmes dans le passé et qui continue à malheureusement avoir des problèmes au niveau de l'insécurité des gens, au niveau de l'instabilité du gouvernement. Donc, la mission des Nations unies pour la stabilisation de l'Haïti a été mise en place pour justement s'assurer que les choses se fassent dans l'ordre et assurer une certaine sécurité aux Haïtiens et Haïtiennes. Donc, je faisais partie de cette force de maintien de la paix des Nations unies en Haïti. Et donc là, pour nous situer dans le temps par rapport à votre parcours dans les forces, ça s'est terminé. Est-ce que c'est terminé? Si oui, à quelle année? Oui, tout a commencé autant au niveau de l'enseignement qu'avec l'armée. Okay. Ça a tout commencé en 1987. Ça s'est échelonné au fil des ans. Et ça s'est terminé pour l'armée, ça s'est terminé en avril 2024, ainsi qu'en juin 2024 pour l'enseignement. Donc, ça s'est tout terminé là, mais c'était pas pour arrêter. C'était quelque chose de planifié, c'était quelque chose... 2024 était une année charnière dans mon développement puis dans mon parcours. J'avais en tête les élections fédérales qui s'en venaient éventuellement. Et je voulais tenter ma chance, étant donné que j'avais toujours servi la population et travaillé dans le domaine de la fonction publique, autant fédérale que provinciale. J'ai encore le goût de servir les gens. Et j'avais planifié ma prochaine étape ou mes prochains parcours autour de l'année 2024, qui était l'année charnière dans mon développement puis dans mon parcours. Et ça, c'est sans compter que depuis 2017 aussi, je suis conseiller municipal pour la ville de Homadoska. Donc, c'était le seul niveau de politique que j'avais le droit de faire avec les Forces armées canadiennes. Je ne pouvais pas tenter ma chance au niveau provincial ou encore fédéral, tout simplement parce que il aurait pu avoir un conflit d'intérêts.
Donc, avec une permission d'Ottawa en 2017, je me suis présenté aux élections municipales. J'ai été élu par les citoyens et citoyennes. Puis ensuite, j'ai continué à 2 élections par la suite. J'ai été réélu et je suis là, ça fait 8 ans. Puis j'ai toujours aimé, toujours apprécié. Et je continue jusqu'à ce que le 28 avril au soir, je suis prêt à donner ma démission puis continuer au niveau fédéral. Et là, j'imagine, en prenant cette décision-là en 2024, ça a dû être réfléchi à l'avance, là, si on veut. Donc, quand est-ce que ça a commencé, ces ambitions politiques? Les ambitions politiques, ça a tout le temps été une passion, la politique, pour moi. J'ai tout le temps voulu m'impliquer en politique. Et comme je vous ai dit, malheureusement, j'étais un peu... on me laissait pas n'en faire. Puis c'est comprenable, là, je l'accepte. Sauf au niveau municipal. Mais j'avais toujours en tête qu'un jour, la politique, j'allais être interpellé encore par la politique. Et c'est la raison pourquoi que ça a été planifié ainsi. C'était quelque chose qui était programmé. Puis au niveau des ambitions, j'ai toujours eu des ambitions pour bien des choses, mais comme je vous dis, la politique, ça faisait partie de mes ambitions, puis de quelque chose que je voulais faire pour la population, puis faire une différence, puis être capable de surtout être une voix forte pour les gens, une voix forte et quelqu'un qui pouvait dire exactement ce qui devait être dit et revendiquer les choses auxquelles les gens ont besoin. Mm-hmm. Vous avez mentionné justement que ça faisait un petit bout que vous envisagiez de vous lancer au fédéral. Quel a été le facteur qui vous a poussé à faire le saut en politique? Est-ce un facteur spécifique? C'est pas nécessairement un facteur. Comme je vous dis, c'était tellement planifié au quart de tour qu'il ne devait pas avoir de surprise pour personne parce que il faut dire que j'avais préparé aussi le terrain là, avec le parti politique avec lequel je suis, le Parti conservateur du Canada. Mon nom était déjà là, il savait mes intentions. Il savait que avant 2024, c'était pas possible, mais que au moment où j'allais avoir ma libération des Forces armées canadiennes ainsi que ma retraite de l'enseignement, que j'allais être, comme qu'on dit dans le langage du hockey professionnel, un agent libre sans compensation. Et c'est ça qui est arrivé. Puis, à un moment donné, le téléphone a commencé à sonner, puis les discussions ont commencé, puis c'est là que je me suis retrouvé comme où on est présentement. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a... en fait, cette question-là a comme 2 volets. Quels sont les enjeux politiques les plus importants pour vous? Le premier volet, c'est d'un point de vue général. Puis le deuxième volet, c'est d'un point de vue régional. Fait qu'on commence par général. Au niveau... C'est drôle parce que au moment où durant les années où on est présentement, on a des enjeux qui sont plus généraux, mais qui s'appliquent tellement dans notre coin de pays. On a à penser, par exemple, au niveau du coût de la vie. Je pense qu'il ne faut pas passer à côté le fait que le coût de la vie a augmenté de façon exponentielle durant les 5 dernières années, pour ne pas dire plus, là, mais au moins on va s'arrêter à 5 dernières années. Les gens, je veux dire, l'indice des prix à la consommation, les gens ont plus nécessairement les moyens de se nourrir, de se vêtir, de se loger. Donc, un des enjeux, je crois que c'est au niveau du coût de la vie. Puis, c'est un facteur autant général que régional. La pauvreté se voit de plus en plus dans notre région. Ensuite, au niveau, un autre enjeu qu'on a, c'est le manque de logement. Je pense que ça aussi, il ne faut pas passer à côté. Le manque de logement, ça aussi, avec l'immigration qui s'est faite en très grande quantité, et je serais même tenté à dire en trop grande quantité, de façon non contrôlée. On a fait entrer beaucoup de nouveaux arrivants, puis on en avait besoin, on en a encore besoin, sauf qu'il faut revenir à une immigration contrôlée et raisonnable surtout. Et le gouvernement précédent, le gouvernement libéral, a fait entrer
beaucoup de gens dans notre pays. Puis, et ça nous a fait, à un moment donné, ça l'a fait ce qu'on appelle la crise du logement. Les gens ont de la difficulté à se trouver un endroit un toit où rester. On a aussi des gens qui, malheureusement, vivent dans des loyers où c'est que le prix est exorbitant. 1700 $ pour un loyer, lorsqu'on a 2000 $ par mois de revenus, ben il en reste pas beaucoup pour se nourrir, il en reste pas beaucoup pour s'habiller. Et il y a des choix difficiles, malheureusement, que les gens doivent faire. Assez souvent, c'est entre payer son loyer et se nourrir, ou bien se nourrir et payer les médicaments dont on a besoin. Donc, la pauvreté, je pense que c'est quelque chose là, qui est d'ordre général, le manque de logement. Tout récemment, je crois qu'on entend la crise économique, hein, les tarifs. Ça, je pense qu'il faut surtout faut en prendre en considération. Sauf que pour l'instant, il faut se concentrer sur nos problèmes qu'on a au Canada. Je crois que c'est venu ça à la suite d'une découverte de l'état dans lequel le Canada est, et ça s'appelle une position de faiblesse. On est en position de faiblesse. Si on regarde, ça fait quoi? Ça fait 6 mois et demi que le Parlement a été prorogé. Il n'y a pas rien qui se passe. Et pourtant, on a une crise à gérer, puis on n'a pas personne les élus ne sont pas en chambre pour débattre, pour discuter, pour voir comment est-ce qu'ils vont pouvoir y arriver. Un autre enjeu que je veux absolument mentionner, c'est aussi, de par mon parcours militaire, c'est l'enjeu de sécurité. On parle souvent de sécurité, puis le gouvernement précédent, le gouvernement libéral, en a parlé sur le bout des lèvres, a dit qu'il allait améliorer les choses, mais je dois dire qu'au niveau de la sécurité, le Canada, c'est un beau et grand pays. On a des milliers et des milliers de kilomètres de frontières. Et on a tendance à penser qu'une frontière, c'est quelque chose entre deux pays, c'est quelque chose entre deux masses de terre. Et faut se dire que nos frontières, nous autres, sont principalement des frontières côtières, des frontières où l'eau est omniprésente, les océans. Et on entend souvent parler de bateaux qui sont des différents sous différents drapeaux qui se promènent un peu partout le long de nos côtes. Et c'est certes quelque chose, une menace qu'on a pour notre pays. Et ça, c'est sans compter avec l'immigration en masse. Je crois qu'on a ouvert les portes, on a fait entrer qui voulait rentrer, puis il y a certainement des gens, puis j'en parle parce que en connaissance de cause, à un moment donné, il faut se questionner à savoir si on n'a pas des gens parmi ces gens-là qui ont rentré qui sont pas ici nécessairement pour faire exactement ce qu'on pense qu'ils font. Donc, qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils font au Canada? Est-ce qu'ils ont été envoyés par certains pays? Donc, il faut faire attention à ça, puis il faut se replacer comme pays, puis voir à notre souveraineté. Et la souveraineté, ça passe par, justement, être capable de patrouiller et de défendre ses côtes lorsque nécessaire. Sur un autre sujet, comment est-ce que vous décririez votre sentiment d'appartenance à notre région? Moi, le sentiment d'appartenance, moi, c'est quelque chose qui est important pour moi. Comme j'ai dit, je suis né, j'ai grandi à Edmundston, j'habite à Saint-Hilaire. La grande région d'Edmundston et des environs, c'est quelque chose qui m'interpelle. Mais non seulement cette région-là, la région toute la région de Madawaska-Restigouche. J'ai eu la chance de côtoyer, et je continue à côtoyer des gens de partout dans la circonscription, que ce soit à Grand-Sault, Saint-Léonard, que ce soit à Sainte-Anne. Et là, je me risque d'en nommer au risque d'oublier, là, mais et avec les nouveaux noms, toute cette grande circonscription-là, en montant jusqu'à Dalhousie, des gens que je connais bien. Puis j'ai des membres de ma famille, ma fille et ma petite-fille, ainsi que mon gendre, sont à Campbellton. Donc, est-ce que j'ai à cœur notre circonscription, la circonscription Madawaska-Restigouche? Certainement. Il faut se repositionner, il faut remettre les pendules à l'heure, s'assurer que les gens se rappellent qu'on est là. Donc, le sentiment d'appartenance, moi, j'y crois, puis c'est exactement la raison pour laquelle je veux être le député de Madawaska-Restigouche et continuer à faire en sorte que
cette circonscription-là soit parmi les circonscriptions qui reçoivent l'attention nécessaire, ce qui n'a pas toujours été le cas. C'est la première fois que vous vous présentez comme pour être député fédéral. Comment est-ce que ça se déroule, la campagne électorale jusqu'à maintenant? Bien, ça se déroule très bien. Je dois dire que je trouve que les gens, la réception des gens est très bonne. On ne peut pas dire que c'est pas fatigant, c'est épuisant, sauf que c'est motivant. Et c'est motivant lorsqu'on rencontre des gens de partout dans la circonscription, qu'on leur tend la main, qu'on leur serre la main, qu'on leur dit bonjour, puis et qu'on leur dit qu'on est là pour se présenter, qu'on se présente comme candidat conservateur. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, et ça prend un changement. Et le changement, je crois que les gens sont prêts pour un vrai changement. Pas un changement comme le changement que M. Carney nous propose, mais plutôt un vrai changement complètement de gouvernement. Et un gouvernement Pierre Poilievre, un gouvernement conservateur qui va avoir la chance de remettre les choses en place parce que ça fait un bout de temps qu'on s'en va à gauche, à droite, puis on se perd un peu. Donc, la réception est très bonne, c'est motivant. Puis, je dois dire que surtout les jeunes de 18 à 40 ans, parce que je dis que 40 ans, c'est jeune, comparé à moi. Je dois dire que ces gens-là disent souvent oui, bonjour, Michel, on t'a vu, on t'entend, on sait qui tu es. Puis, sois sans crainte, on est là, on va aller voter, on est prêt pour du changement. Et ça se voit, ça se sent, ça s'entend, puis j'en suis témoin. Puis est-ce que vous parlez tantôt que c'est épuisant puis tout ça, puis que c'est beaucoup de c'est demandant tout ça. Puis c'est motivant aussi. Est-ce que c'est ça que vous aviez anticipé? Oui, certainement. Je savais exactement dans quoi je m'embarquais là. Je veux dire, j'ai toujours été quelqu'un qui carbure au défi. Je veux dire. Quand j'en ai pas, je m'en cherche un. Puis je savais que celui-là allait être quand même un gros défi. Puis je savais que les heures de sommeil allaient être très minimes, qu'elle allait être, je veux dire, quand on est chanceux d'aller chercher, dans mon cas, je parle pour moi, 4 heures par jour, c'est amplement payé, disons, puis on est capable de passer à d'autres choses. Je suis habitué à ça. Mais c'est ce que j'avais anticipé. J'avais anticipé aussi que j'espérais que les gens allaient être là pour m'appuyer. Pas que j'avais peur, mais je me demandais au départ comment les gens allaient réagir, puis comment la réception, puis à savoir qu'est-ce que les gens disaient. Puis dès les premiers instants, ça a commencé sur une note positive. Et plus ça va dans la campagne, et plus c'est positif. Donc, disons que on commence à avoir un vent de fraîcheur, puis un vent de dos, ce qui nous motive encore à aller plus loin, et surtout d'aller plus vite. Et je reviens de Dalhousie, de Campbellton aujourd'hui. J'arrive, ça fait une demi-heure ou à peu près. Puis on repart demain matin aux petites heures, puis on est prêt pour attaquer une autre journée. Et on ne lâche pas jusqu'au 28 avril à 8 heures. Est-ce que, en fait, vous pensez que ça va ressembler à quoi votre première semaine de travail si vous êtes élu? Bien, moi, je pense que la première semaine va être très importante, et comme toutes les autres d'ailleurs, mais très importante pour, en même temps que la poussière redescend. Il va falloir déjà commencer à regarder, à s'organiser, à s'orienter, autant sur le plan personnel que sur le plan organisationnel, gouvernemental. Et d'aller justement aller rejoindre les gens qui vont être là pour justement m'épauler. L'équipe autour de l'élu est très importante. Les gens qui sont là pour épauler sont très importants et il va falloir qu'on voit à ça dès le début. Donc, la première semaine, elle va être
elle va être très, très, très importante, mais aussi, elle va certainement, moi, je vois ça comme une façon de mettre la table pour le reste des 4 années. Et c'est important. J'ai déjà un plan en place. Au niveau du militaire, on appelle ça des plans de contingence. Ben, j'en ai un plan de contingence, puis je suis prêt à mettre le plan en exécution le lendemain des élections et même le soir même. Donc, c'est vers là qu'on s'en va. Puis à part de ça, je crois que ça va être aussi d'aller rejoindre les gens. Premièrement, les remercier de leur appui, puis leur montrer que Michel Morin leur offrait ses services et qu'il est là pour les servir et les représenter surtout. Les représenter en allant à Ottawa et non pas attendre que Ottawa vienne à nous autres. Puis pour finir, si vous aviez un message à donner, lequel ce serait? Ben moi, je dis aux gens, écoutez, l'élection dans laquelle on est l'élection la plus importante dans l'histoire du Canada. Et le message que je laisse à tous les électeurs et les électrices, c'est de prendre le temps d'abord et avant tout d'aller voter, parce que c'est un droit qu'on a et c'est important qu'on fasse notre vote, qu'on fasse savoir nos intentions puis qu'est-ce qu'on veut. Les gens qui cherchent un vrai changement, je leur dis que c'est possible d'avoir un vrai changement et de remettre le Canada sur la bonne voie. Remettre notre Canada dans un état où on l'a connu et que moi, Michel Morin, je me propose comme leur député. Je veux être leur député et je veux être celui qui va les représenter, mais aussi préparer et aussi assurer un avenir prometteur pour les générations futures. Donc, allez-y, allez voter. Les jeunes, de 18 à 40 ans, comme j'ai dit tantôt, moi j'appelle ça jeune. 18 à 40 ans, c'est votre élection. Allez-y, allez voter. Et votez Michel Morin. Merci. Merci, M. Morin, pour la participation. J'apprécie beaucoup. Merci à vous. Merci de m'avoir invité, puis ça a été très agréable. Ben, ça fait plaisir. Bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de cet épisode spécial du podcast Ça me parle. L'épisode qui était censé être publié aujourd'hui va être publié la semaine prochaine, donc dimanche, 10h. Et après ça, on continue avec les épisodes tels que planifiés. Et aussi, j'aimerais mentionner juste avant de quitter, allez voter. Merci.